Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, honorables membres des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux d'employés, chers membres du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, chers participants, chers citoyens et hôtes étrangers qui vivent parmi nous. J'ai l'insigne honneur de porter aujourd'hui la parole du secteur privé, de tout le secteur privé, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 4e conférence sociale souverain, juste et prospère. Le thème retenu cette année répond d'une part à la volonté de l'État de promouvoir le capital humain et l'équité sociale, principe érigé dans l'axe 2 du nouveau référentiel Vision Sénégal 2050, et d'autre part, il continue d'alimenter une actualité brûlante, à savoir la problématique récurrente de l'emploi des jeunes. La résolution des problèmes liés à l'emploi et à l'employabilité revient à permettre à l'État et au gouvernement de bénéficier de plus de stabilité et de paix sociale, de plus d'investissements et d'impôts perçus. Elle permet également de répondre aux attentes chaque jour plus pressantes des jeunes qui arrivent annuellement sur le marché du travail et enfin de favoriser le développement et la compétitivité de nos entreprises. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le tripartisme État-employeur-employé, vecteur d'échanges co-constructifs, sincères et nourris par un élan patriotique, lance l'expression d'une démocratie mature, d'un commun vouloir de vie commune et d'une solidarité, formation 2050 et de sa déclinaison en stratégie 2024, forte volonté commune d'aller en profondeur dans la recherche de solutions qui dépassent les paroles pour s'attaquer aux véritables maux de notre société et rebâtir notre pays fortement perturbé par un ensemble de facteurs exogènes et endogènes. Ces derniers, nous pouvons, à défaut de les maîtriser totalement, les contrôler pour tracer notre voie avec nos réclament un discours de vérité, un changement profond de paradigme et d'état d'esprit, mais surtout passer aux actes pour que l'offre politique qui a enthousiasmé la majeure partie des Sénégalais se traduise par des réalisations concrètes capables de changer la vie de nos concitoyens. Sans pour autant anticiper sur les travaux et conclusions des tables rondes thématiques qui seront organisées au cours de ces 2 journées, nous pensons que la contribution du secteur privé dans la création d'emplois sous-entend une autre compréhension, à savoir comment le gouvernement et les forces vives pourraient-ils contribuer pour que le secteur privé retrouve sa vraie place de créateur d'emplois. C'est à notre avis la meilleure formulation parce que le secteur privé est le moteur de la création d'emplois. Je vais donc axer mes réflexions dans ce sens pour jeter les bases des prérequis pour booster la création d'emplois dans notre pays. L'affirmation par des voix autorisées que le secteur privé occupe une place fondamentale dans la transmission d'un doute dans notre esprit. C'est une voie obligée en l'état actuel de notre économie, mais c'est surtout du privé dans la création d'emplois et plus exactement dans la création de richesses. L'État ne crée pas d'emplois est une forme imagée pour dire que même les emplois publics proviennent au plan originel de la collecte de l'impôt du secteur privé au sens large. Il est temps que les autorités, dans le respect des lois et règlements, développent avec le secteur privé une complicité positive qui fasse de l'économie une priorité des priorités et le principal levier de matérialisation des volontés et orientations des politiques publiques.
C'est un préalable pour que le secteur privé puisse prendre le lead et jouer son rôle de créateur d'emplois décents et durables. Cette concertation permanente et franche entre le secteur privé et le secteur public nous manque profondément. Et si elle n'est pas corrigée, elle constituera un facteur rédhibitoire à toute volonté de cheminer ensemble pour l'atteinte des objectifs de développement fixés. Si le tout politique et la reddition des comptes sont des constantes dans une démocratie et une république, elles ne devraient cependant pas être incompatibles avec une relance économique concertée entre le gouvernement et son secteur privé. Créer de l'emploi par le secteur privé, dont c'est la vocation naturelle, suppose aussi un climat de confiance et de sérénité. Le secteur privé, principalement sa branche d'activité formelle, est traumatisé, Monsieur le Président. Et le mot n'est pas fort du fait des contrôles intempestifs et combinés qui s'abattent sans beaucoup de discernement sur nos entreprises. Certes, le respect des lois et règlements est non négociable. Il faut cependant le faire dans l'application intelligente du droit et faire fonctionner les voies de recours consacrées qui empêcheraient d'asphyxier les économies et les entreprises et par conséquent l'activité économique. N'oublions pas qu'en général, la lettre tue et l'esprit vivifie. Ne fragilisons pas davantage ces quelques milliers d'entreprises formelles citoyennes qui font déjà face à de nombreuses difficultés au plan interne et externe et qui ont toujours constitué le socle d'un civisme fiscal. Il nous revient fréquemment d'entendre que le secteur privé n'a pas d'argent, ou plus exactement le secteur privé local. L'argent n'est qu'un moyen parmi tant d'autres facteurs qui concourent au développement de l'activité économique. Ce qui développe réellement un pays, c'est d'abord l'esprit, le patriotisme, l'égalité des chances et une volonté inébranlable. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous sommes capables, comme tous les privés du monde, de produire de la richesse et d'aller chercher les ressources dont le secteur privé a besoin en relation avec notre État. L'argent, c'est d'abord dans les têtes et constitue la dernière étape de réalisation des projets qui doivent être nécessairement bancables. Ce qui a manqué, c'est la co-construction d'opportunités entre l'État et une bonne partie du secteur privé avec comme conséquence le clientélisme, le népotisme et surtout une perte de souveraineté dans beaucoup de domaines stratégiques. De mon point de vue, pour que le secteur privé puisse créer de l'emploi à la hauteur des ambitions affichées, il faudra que l'effet d'éviction qui a prévalu dans la distribution de crédits soit réduit le plus possible, car aucun secteur privé ne peut concurrencer la capacité d'endettement d'un État du fait de sa solvabilité naturelle. De même, l'État entrepreneur a montré ses limites au fil des décennies de plans de développement. Et à ce titre, penser que le développement du pays est du ressort exclusif des autorités actuelles et de leur appareil de gouvernance serait une faute lourde de conséquences. Tous les Sénégalais et les Sénégalaises doivent être concernés par notre sursaut national, quelles que soient les idéologies, les appartenances religieuses et politiques. Tous les chefs d'entreprise ont une volonté affirmée de faire croître leur société et de créer par la même occasion des emplois. Il faut cependant garder à l'esprit que les investissements qui développent durablement sont ceux à long terme. Malheureusement, la grande entreprise en général a du mal à mobiliser des financements à maturité longue, a fortiori la PME-PMI qui souffre de manière structurelle d'un déficit de financement. L'auto-entrepreneuriat est une opportunité à soutenir dans un contexte de piétinement des emplois salariés. Je pense que la forme actuelle d'accompagnement du gouvernement serait beaucoup plus efficace si les structures de financement, d'encadrement et de développement sont rationalisées, voire fusionnées, et les promoteurs, notamment les jeunes,
regroupés pour espérer bénéficier d'un plus fort effet de levier dans la création et le développement de start-up. Le temps économique dans un monde globalisé, perturbé par la géopolitique et la géostratégie actuelle, n'a plus notre temps dominé par la parole et peu d'actes concrets dans le domaine de la maturation des projets et la mobilisation des investissements. Un État contraint ne peut trouver son salut qu'en passant la main, je dirais même en prenant la main du secteur privé pour qu'il se substitue à la réalisation de projets structurants sans garantie souveraine. Cette démarche permettrait la relance de l'activité économique en remplacement d'une commande publique forcément ralentie, le gouvernement s'attelant à régulariser le paiement des créances intérieures dues au secteur privé. La loi sur la souveraineté économique, les réformes des différents codes à caractère économique en gestation mériteraient d'être largement partagées et enrichies par le secteur privé. Il en est de même des projets prioritaires du gouvernement à confronter avec ceux du secteur privé. La crise de l'emploi que nous vivons, parmi tant d'autres difficultés enchevêtrées les unes aux autres, pourrait trouver alors une solution dans ce que les économistes appellent les industries sans cheminée, notamment l'agro-industrie. Le complément pourrait être la relance du bâtiment et des travaux publics, grand pourvoyeur d'emplois pour une main-d'œuvre peu qualifiée, sans oublier la digitalisation. Ces secteurs à haute intensité de main-d'œuvre sont des niches d'emploi malheureusement délaissées par nos jeunes, surtout dans le secteur agricole où nous allions jeunesse de nos populations, déficit alimentaire, terres arables, eau en quantité et j'en passe. En période de crise de l'emploi, chercher ce que l'on peut faire permet à terme de trouver ce que l'on a envie de faire. J'ai l'habitude de rappeler que l'agriculture de grand-père est bien morte et celle qui pourrait attirer notre jeunesse passerait forcément par la digitalisation, la mécanisation, l'utilisation des technologies de drones et autres équipements et intrants modernes dédiés à cet effet. Mais qui financera tous ces besoins? Je vous dirais que les capacités d'épargne d'un Sénégalais sont sous-utilisées parce qu'ils sont levés et accompagnés par une politique fiscale orientée en le biais du BIC, bénéfice industriel et commercial. Nous avons besoin d'une fiscalité de développement équilibrée et particulièrement orientée en direction des entreprises et des territoires, ces derniers devant bénéficier d'avantages très incitatifs en cas d'installation d'entreprise. À cet égard, il est important de souligner le formidable succès de la récente opération d'emprunt obligataire lancée par notre pays. Pour un montant initialement recherché de 150 milliards, ce sont plus de 400 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés exclusivement auprès d'investisseurs nationaux. Cette performance exceptionnelle témoigne, s'il en était besoin, de la profondeur de notre marché financier domestique, mais surtout de la confiance des Sénégalais dans leur propre économie. Il nous appartient désormais, en tant que partenaires du développement, d'encourager cette dynamique et de promouvoir l'épargne nationale comme levier essentiel du financement de nos priorités économiques. Quelle que soit la qualité de nos hommes politiques, de nos fonctionnaires, de la disponibilité des partenaires techniques et financiers pour accompagner, celui qui crée de l'emploi stable, durable, rentable pour l'État et profitable à la nation, sera et restera toujours le secteur privé. Il ne faut pas croire que les insuffisances à combler sont seulement du côté des pouvoirs publics, comme je l'ai dit plus haut. Le secteur privé qui peut créer de l'emploi doit balayer devant sa porte. La réunification des patronats et les instances de gouvernance du secteur privé en cours ne devrait pas non plus se traduire par la naissance d'autres entités patronales sur les flancs de la fusion. Le droit d'association est certes garanti par nos lois,
mais il est de la responsabilité de l'État de fortifier et d'encourager la réunification pour avoir un seul et unique interlocuteur. Par ailleurs, il faut que le secteur privé accepte de prendre plus de risques en utilisant les réserves pour ceux qui en disposent afin de relancer l'activité économique, les potentialités du pays étant immenses. La faiblesse du secteur privé réside aussi dans l'atomisation des entreprises souvent informelles, chacun voulant être PDG de structures non viables économiquement. À titre d'exemple, la loi sur le contenu local et dont nous souhaitons la généralisation à tous les secteurs n'est pas pleinement exploitée par le secteur privé. C'est pourquoi, en complément de cette initiative, le patronat souhaiterait une présence des employeurs dans les instances de décision du COS Petrogaz. Le patronat profite également de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès de votre haute autorité pour une augmentation significative de la contribution de l'État dans le financement de la convention État-employeur, dont le processus de réactualisation est en phase de finalisation. Cette mesure serait bénéfique pour booster la formation duale dans notre pays. À cela s'ajoute la nécessaire formalisation des entreprises et l'acceptation naturelle que chacun doit payer un impôt juste, en contribuant de manière volontaire à l'élargissement de l'assiette fiscale. Je terminerai cette adresse en lançant un appel aux jeunes pour plus de patience quant aux attentes, même si je comprends les problèmes auxquels ils sont confrontés. Construisons ensemble notre cher et beau pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adama Lam, pour cette contribution.